Bonjour à tous et bienvenue sur Gabon Première, c'est l'instant Samba, la matinale et on démarre tout juste derrière cette transition. On parle de l'ontologie d'une fête Oyeng chez les peuples Ayong. Beaucoup de Hong. Peut-être qu'on est en Chine, on raccorde d'ailleurs avec mon kimono, mais pour avoir plus ample information, notre premier invité est déjà bien installé. On reçoit monsieur Zue Tougou, venant des Boman. Il est promoteur culturel et écrivain gabonais, également membre fondateur de l'ONG Génération Ekan, donc bien habilité à nous parler de cette thématique. Bonjour et bienvenue, Samba. Samba, tout le monde. Samba, j'aurais. Samba. Tu pourrais lui dire bonjour en langue Ekan, enfant. C'est un monsieur, c'est Mbolo. Mbolo. Oui, moi je dis Mbolo. Mbolo Miabossa, ça veut dire bonjour à tout le monde. Mbolo à l'équipe de Gabon Première. Mbolo à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et ceux qui nous écoutent à la radio probablement, s'il y en a, s'il a passé à la radio. Mbolo à tout le monde, effectivement. Je suis Zuen Tougou. Venant, plus connu sous le nom de Venant des Bomam, promoteur culturel, écrivain gabonais. Je suis membre fondateur de l'ONG Génération Ekan et attaché de recherche au CEGAREST, au Centre de recherche gabonais en éthique et santé. Super. Et donc avec vous, on parle d'ontologie, ce qui m'emmène peut-être à vous poser la toute première question. Qu'entend-on par ontologie et quel rapport existerait-il entre l'ontologie et le Mvet? On entend par l'ontologie l'étude de l'être en tant que l'être. C'est-à-dire que nous essayons d'étudier l'Mvet en tant que l'Mvet, en tant que Mvet elle-même. On est très loin des sempiternels conflits entre les personnels d'Ingon, ce qu'on appelle les immortels, et le personnel de Queen, qu'on appelle les mortels. Et nous, on apporte d'autres connaissances nouvelles dans l'étude d'Mvet en tant qu'Mvet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'origine même de la création du Mvet, c'est-à-dire le Mvet, ne doit pas être perçu comme étant cet éternel récit qui relate les exploits des personnes d'Ingon et de Queen. Mais ce récit qui construit l'être d'abord, c'est-à-dire la personne, avec son milieu ambiant, c'est-à-dire le monde extérieur et le monde intérieur. C'est de ça que parle Tirandon-Doutoum et la majorité des grands maîtres Mvet. Donc c'est comme si vous vous apportez des informations un peu plus profondes par rapport à celles qu'on pourrait entendre ici et là concernant le Mvet. Oui, c'est-à-dire dans la nouvelle pensée africaine, nous essayons aujourd'hui de creuser ce que les ancêtres ont laissé. Et en creusant, les résultats, c'est que nous devons le laisser à la postérité. Donc on creuse. C'est-à-dire l'ontologie, ça veut dire regarder ce qui est dans les profondeurs pour les émerger en supérieur et les laisser à la postérité. C'est un savoir également qui doit être transmis, on doit le transmettre aux générations futures. Et là, je remarque que dans l'intitulé même on va dire le titre même de nos échanges ou la thématique au menu de nos échanges, on parle d'ontologie, il y a toute une science à l'intérieur, il y a toutes les mécanismes, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour vulgariser, on va dire la culture de ce peuple-là. Pourquoi parlez-vous, on va dire, du peuple Ayon et non, bien évidemment, des femmes? Oui, effectivement, ça part du principe que nous avons adopté dans le cadre de Génération Ekan. C'est-à-dire essayer de gommer les erreurs qui ont été laissées par les colons, qui sont aujourd'hui des vérités que nous avalons au quotidien. Lorsqu'on parle du Mvet, on parle du peuple Ekan et non du peuple Fan. Et au Gabon, on les appelle des Fans, mais c'est pas toujours ça. C'est une erreur, moi j'appelle ça une erreur coloniale, qui devient aujourd'hui une vérité absolue. Parce que parmi des Fans, au Gabon, il y a des Ontumu, il y a des Okak, il y a des Mio, il y a des Mvein, il y a des Mbondom, il y a même des, je dirais, à l'extérieur, effectivement, il y a encore des Boulous, c'est en gros une cinquantaine de peuples qui parlent une langue, et la langue c'est Madzona. Et ce peuple qui se reconnaît aujourd'hui autour d'un seul nom unique qu'on appelle Ekan,
est généralement le peuple Ayong. Et chaque personne issue de ce peuple témoigne son Ayong, ça veut dire son clan. C'est pourquoi on parle du peuple Ayong. Comme moi, je suis Essabzan du peuple Ekan. Ça veut dire mon Ayong, c'est Essabzan, mais je suis du peuple Ekan. Mais qu'est-ce qui peut, si Valentin me permet, je sais qu'elle a une question posée. Je me suis toujours interrogé, beaucoup de nos Sambayards et Sambaïs se sont posés également la même question. Qu'est-ce qui est à l'origine ou quels sont les facteurs, on va dire, explicatifs de la différence sur le plan phonétique de la langue Fang? Pour être un peu plus explicite, à dire que le Fang qui est parlé à l'Est-Tuya, ce n'est pas le même Fang qui est parlé, on va dire, à Oyem, à Bitam, à Makoko. Qu'est-ce qui peut expliquer, et bien au-delà de nos frontières, qu'est-ce qui peut expliquer cette mutation, cette transformation, on va dire, linguistique? Il faut dire que l'origine même des langues, ce qu'on appelle les dialectes aujourd'hui, est issue des enfants d'un même patriarche. C'est-à-dire, c'est des enfants qui ont migré, qui se sont installés dans les territoires où habitaient d'autres populations. Ces pères fondateurs, parmi les pères fondateurs, il y a eu un Fambo qui est venu dans l'Est-Tuya, qui a croisé le colon. Normalement, c'est pas le colon qui l'a croisé. Il a sympathisé avec des Pongouins qui étaient dans la région. Et à force de cohabiter avec des Pongouins, rester avec des Pongouins, sa langue a changé. C'est-à-dire, son Madzona a viré vers l'Ompongouin. C'est pourquoi on les appelle Moké. Ça veut dire les gens qui sont venus vers Onkoma, qu'on appelle Okomo. D'accord. Donc, leur langue a changé parce qu'ils ont rencontré des populations qui habitent ici. Ceux qui sont des Mvé, ceux qui sont en Mimvoul, leur langue a changé parce qu'ils ont croisé d'autres populations qui habitaient ces territoires. Ceux qui sont restés au Cameroun, des Boulous, leur langue a changé parce qu'ils sont restés avec des populations qui habitaient ces territoires. C'est pourquoi lorsque vous allez par exemple à Makoko, on vous parlera des Fangs de Makoko, qui probablement qui ne sont pas loin des Mvé et qui parlent une variante de la langue Madzona qui tend vers le Miwo qu'on parle au Congo, vous comprenez, parce qu'ils ne sont pas très loin du Congo. Voilà, donc ils ne sont pas très loin des régions Fangs du Congo. Et d'autres qui sont au niveau de la frontière ne sont pas très loin des populations qui parlaient la même langue. Donc la variation de la langue, je pourrais m'arrêter là, la variation de la langue dépend des populations qu'on croise et les peuples qu'on rencontre lorsqu'on migre. D'accord. Alors mais il faut comprendre que ce sont des langues issues des enfants des mêmes patriarches qu'on appelle les Kana, qu'on appelle Afiakara pour les uns, qu'on appelle Nanga pour les autres. Alors moi j'aimerais déjà savoir la définition du VET et savoir quelle pourrait être la contribution du VET dans la construction du monde de demain. Une définition tout basique, c'est que le VET est une épopée des Fangs anciens. C'est ce qui a été dit et ce qui se raconte un peu partout. C'est une épopée. Ça raconte des histoires des peuples immortels, les peuples mortels, Tirandondo dans la mort et l'immortalité. Par contre, pour nous, le Mvet est une source issue de la lumière, la lumière primordiale. Le Mvet est l'ensemble des paroles, Mozomongun, ça veut dire les paroles sacrées. Et c'est ces paroles sacrées qu'on lit dans le grand livre du Créateur. L'unique livre qui existe d'ailleurs. Ah non, la Bible n'est pas le livre du Créateur. La Bible est le livre des humains. La Bible n'est pas vivante. Le livre du Créateur, il est vivant. C'est-à-dire que toi qui parles, tu fais partie d'une page du livre du Créateur. Oui. Tout ce qui vit fait partie du livre du Créateur. Et l'Omvet, effectivement, est une lumière qui parle de ce livre du Créateur. C'est pourquoi on parle Mozomongun. Et ça se dit dans la journée. D'accord. Moi, j'ai encore une autre question à vous poser. En parlant du VET, c'est tout un savoir-faire, un faire savoir et un savoir. Mais comment arrive-t-on à la connaissance de ses ancêtres? Est-ce qu'il faut nécessairement être initié? Est-ce qu'il faut être dans le domaine? Ou ça peut être une forme d'héritage légué par nos aïeux et on a cette facilité d'avoir accès à ce monde surnaturel? Ça peut être sous forme d'héritage, mais il faut dire que toute connaissance demande des apprentissages. C'est-à-dire que pour aller à la connaissance, il faut aller dans une école, il faut apprendre. Ce qui se passe chez nous, c'est que les seules écoles qu'on nous a montées, ce sont des écoles coloniales. Oui. Il faut aller au jardin, au pré-primaire, au lycée, collège, université. Parfois, tu tombes à l'UOB, tu sors de là, bon, je sais pas quoi. Donc du coup, mais nous, pour accueillir cette connaissance,
on l'apprend, on apprend. On apprend à côté des anciens, on apprend à côté des maîtres. Un maître n'est pas forcément un vieillard ou un vieux ou un papa qui est barbu. Un maître peut être un enfant qui connaît quelque chose que toi tu ne connais pas. Il faudrait juste que tu prêtes attention et que tu essayes un peu de vouloir découvrir ce qu'il connaît et que tu t'abandonnes également. En fait, pour comprendre quelque chose, il faut t'abandonner. Ne va pas avec l'esprit que je connais, je suis docteur en tel et tu ne peux rien m'apprendre. En fait, il faudrait bien entendu t'abandonner et accepter que le petit enfant ou encore le vieillard peut t'apprendre des choses. D'accord. Alors, quel pourrait être l'impact du nom dans la vie d'une personne? L'impact du nom. Oui, je crois que j'en parle dans mon prochain livre qui va apparaître le 31 juillet 2023. D'accord. Et effectivement, il faut comprendre que les noms sont des reliques. Les reliques, ça veut dire c'est quelque chose qu'on laisse lorsqu'on part. Tout à fait. Les noms que nous portons sont des reliques. Il y a plusieurs types de reliques. Il y a des reliques visibles, il y a des reliques invisibles. Et effectivement, le nom fait partie des reliques invisibles. Et son nom n'est pas seulement attribué à une personne parce qu'on a envie qu'il soit beau, qu'il soit R. Kelly, qu'il soit rock'n'roll. Le nom, normalement, est l'identité même de la personne. Et lorsqu'on parle d'identité, on lui donne la liaison avec les ancêtres qui sont partis, ou encore certains saints qui sont vivants, qui sont là avec nous. C'est pourquoi l'attribution des noms n'est pas synonyme de hasard. Ce n'est pas un hasard. Il faut réfléchir, surtout les parents, il faut bien réfléchir avant de donner un nom. Lorsque vous donnez un nom à quelqu'un, soyez-en sûr que son nom aura l'impact dans la vie quotidienne. Et l'impact peut être positif, comme ça peut être négatif. Oui, mais là, vous parlez de choisir, de réfléchir sur le nom à donner à son enfant. Par exemple, vous êtes un homme, parce qu'on dit c'est l'homme qui transmet le nom de génération en génération. Si par exemple je vais pas dire vous avez eu la malchance. Si par exemple vous avez eu un nom qui a une mauvaise signification, naturellement vous allez le transmettre à vos enfants. À ce moment, est-ce qu'on devrait encore dire qu'on va choisir le nom pour son enfant? C'est ça, parce que l'enfant porte le nom de son père. Le nom du père, est-ce qu'à ce moment on parle de choisir encore? Après, le nom se donne notamment sur les parents qui sont patrilinéaires ou matrilinéaires. Le nom se donne et c'est sur ce nom qu'on base la généalogie. Après, la question c'est... Est-ce qu'on doit continuer à donner le nom qui est synonyme de problème dans la cité? Surtout lorsqu'on est un homme. Il faut comprendre que normalement, lorsqu'on a constaté qu'un nom cause de problème dans la cité, on le bannit, on fait des rites initiatiques et on ne l'attribue plus. D'accord. Ça existe. C'est drastique et c'est très bien d'ailleurs. Il faut bien. C'est pourquoi on parle du baptême, non? Tout à fait. On parle du baptême pour renaître à nouveau. D'accord. Alors nous nous acheminons assurément vers la fin de notre entretien, mais avant, on ne vous laissera pas partir sans vous donner l'opportunité de nous présenter de façon sommaire Sikolo Ekang, ce concept. De quoi s'agit-il et quels sont les objectifs? Sikolo Ekang, nous avons justement pensé depuis 2015 qu'il nous manquait beaucoup de choses, notamment les centres pour se retrouver et parler de nous-mêmes d'abord, de nous-mêmes. D'accord. Essayer de partager les enseignements qu'ont laissés les anciens qui sont partis et d'autres qui les ont marqués dans les livres qui ne sont même pas partagés ou vendus ici au Gabon. Donc nous avons donc pensé à créer Sikolo Ekang pour justement échanger avec certaines personnes qui veulent bien connaître leurs choses, leur culture, leurs coutumes, leurs traditions. Et Sikolo Ekang a ouvert les portes en 2017 et nous donnons des cours je peux dire chaque mois ici à Libreville. Et le concept que nous voulons donner, ou bien l'objectif que nous fixons, c'est dans un avenir très proche, créer une académie de langue. C'est-à-dire que nous devons, comme l'ont fait les Français au XVIe siècle, créer notre académie de langue où nous pouvons transcrire tout ce que nous connaissons dans nos langues, où nous pouvons parler librement dans nos langues. Pourquoi pas créer une langue nationale? Ça peut être discutable sur le plan éthique de l'État, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce que, vous savez, au Burkina Faso, il y a au moins 12 langues nationales, mais il y a des gens qui ont été choisis par l'ancien président, vous comprenez, Thomas Sankara, et qui en a fait des langues nationales et qui se parlent partout au Burkina Faso, donc ça n'a pas causé de problème.
Donc, Siko Lekan rentre dans cet objectif, mais la principale objectif, Siko Lekan est là pour renouer ou bien encore véhiculer la nouvelle pensée africaine. La nouvelle pensée africaine qui dit que nos traditions sont d'abord des traditions scientifiques et que ça peut aider pour la construction d'un monde mondialisé. D'accord. Donc, en gros, je peux dire que c'est ça, Siko Lekan. Et ce n'est pas une école des femmes, comme on les appelle au Gabon. Ce n'est pas seulement une école de Madzona ou du peuple Ayon. C'est une école universelle, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que moi, par exemple, qui suis au Bamba, je peux bien venir dans cette école. Ah, mais la preuve en est qu'on a reçu des stagiaires qui sont venus de France, des Françaises, des Blanches, mais ils ne connaissent pas, ils ne parlent pas français. Ils ont bien fait des stages chez nous et ils sont repartis très satisfaits, je peux vous dire. D'accord. Okay. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zué Tougou, venant des Bomam, avec qui on parlait donc de l'anthologie d'une vête Oyeng chez le peuple Ayong.